L'idée, c'est qu'on vous présente quelques points rapidement, chacun dans nos domaines d'expertise et de compétences ou d'expérience avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, voilà, cette discussion, on va la tenir tous ensemble. On espère aussi de tenir le timing, mais on sait aussi que c'est un domaine qui suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, et puis on pourra continuer des échanges aussi un peu plus tard si nécessaire. J'avais très envie de commencer cette session avec une citation qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je voulais la partager avec vous. C'est l'intelligence artificielle ne vous remplacera pas, mais une personne sachant utiliser l'intelligence artificielle le fera. Alors, dans un premier temps, j'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça. Et ensuite, ça m'a posé beaucoup de questions sur les compétences et sur l'utilisation qu'on va faire de ces intelligences artificielles. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé, on a un petit peu insisté pour tenir cette session. Donc, je vous présente ici le docteur Constant Koenig, qui est médecin et docteur en informatique médicale. Il a mis les mains dans le code depuis des années. Il sera là en soutien dans cette discussion, il va nous apporter quelques éléments techniques, il sera là pour aussi répondre à quelques questionnements techniques. Et Marc Lecher, qui se présentera tout seul, parce que c'est très bien le faire. Merci. Avant de me présenter, je voudrais poser une question. Qui utilise déjà l'intelligence artificielle dans la salle? Qui utilise l'intelligence artificielle? Qui a peur d'utiliser l'intelligence artificielle? Isabelle. Tu parles de quoi? Tu parles d'utiliser un algorithme? Utiliser Google? Oui, mais utiliser Google, utiliser ChatGPT, oui. Et qui a peur de l'utiliser dans ses articles? Quel journaliste dans ses articles? Il y a Isabelle. D'accord. Ok. Alors, merci. Je pense qu'on va ensemble discuter parce que c'est le but de cette session. C'est vraiment, ce n'est pas une plénière comme vous l'avez vu passer, c'est vraiment une séance de discussion. Je suis Marc Lecher, journaliste scientifique ivoirien, basé à Bamako, où je couvre un peu les sujets d'actualité scientifique pour plusieurs médias et aussi des sujets de fact-checking. Et nous utilisons l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation. Voilà. On va peut-être commencer avec vous, Dr Koenig, sur les développements dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelque chose de neuf. On a souvent ramené ce sujet sur le devant de la scène à partir du moment où il y avait des modèles, des grands modèles de langage, pour parler français, des intelligences artificielles avec lesquelles on peut communiquer dans notre langage à nous, mais ça ne s'arrête pas à ça, Dr Koenig. Merci. Alors, j'ai la charge de vous parler, de vous résumer un peu l'historique de l'intelligence artificielle en moins de 5 minutes. C'est une tâche ardue. Alors, il faut savoir que dans l'évolution de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs dates importantes. Mais moi, j'ai retenu une date et un événement que j'ai trouvé vraiment majeur dans l'évolution et dans la pratique de l'intelligence artificielle comme nous la connaissons. Il s'agit de la sortie de l'article qui s'appelle Cambridge Diapo, intitulé Attention is all you need, c'est-à-dire l'attention est tout ce dont vous avez besoin. Et cet article-là est sorti en 2017. Alors, cet article-là a posé les bases fondateurs de l'intelligence artificielle générative en présentant une nouvelle architecture qu'on appelle les transformers. Et donc, pour capturer les transformers, c'est quoi? C'est une technologie qui permet à la machine de comprendre et de pouvoir générer un langage naturel, comme les humains, c'est-à-dire un langage qui est fluide, et rapide et cohérent. Alors, comment ça se passe? Cette architecture-là permet à l'intelligence artificielle de pouvoir lire toute une phrase en entier
de pouvoir déceler des mots importants afin de comprendre et générer des réponses. En fait, cette technologie-là permet de capturer le contexte de la séquence. Et ça fait toute la différence, contrairement aux autres méthodes qui disaient dans un test mot à mot. Ils disaient les mots comme ça, mot après mot. Et souvent, ils n'arrivaient pas à bien répondre parce qu'ils ne percevaient pas le contexte de la phrase. Alors, si on parle de cette date pivot, qui est juin 2017, avant cette date, on a eu l'évolution de l'intelligence artificielle avec tout ce qui est IA symbolique. Au départ, c'était IA symbolique avec des algorithmes, ce qu'on appelle des systèmes experts dans plusieurs domaines, notamment la médecine, l'autonomie, l'aérospatiale, etc. Ensuite, il y a eu l'apprentissage automatique avec tous les algorithmes qui étaient créés, qui apprenaient à partir de données. À partir de 2012, il y a eu le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond avec plusieurs techniques. Et puis on passe à 2017. Après 2017, et l'arrivée de l'architecture transformer, on a eu un boom dans l'intelligence artificielle avec tous les modèles de langage que vous connaissez, ChatGPT, Mistral, etc., etc., et tout ce que ces modèles de langage-là peuvent faire. Alors, à partir de ces modèles de langage, ils peuvent maintenant avoir des milliards de paramètres. Qu'est-ce qui se passe? On a des applications beaucoup plus pratiques. Maintenant, concrètement, on a des modèles qui permettent de rédiger et de relire des articles scientifiques. Des modèles qui permettent de traduire du test et de valoriser un test. Il y a des modèles qui permettent également de faire la synthèse, c'est-à-dire le résumé de littérature, qui n'était pas possible avant. On a l'analyse des données. Et maintenant, il y a certains modèles de langage qui permettent de coder une application. Vous lui dites, bon, je veux telle page et puis vous créez la page. Permettre de débugger des informations et de débugger des applications informatiques. Et puis enfin, un dernier exemple, c'est permettre de surveiller un peu tout ce qui est bibliographie. Bien sûr, cette intelligence artificielle, avec toutes ces applications-là, c'est bien beau. Le monde est parfait. Mais il y a quand même, il faut faire attention. Parce qu'il y a quand même des limites. Je pense qu'on va en discuter avec tout ce qui est hallucination, plagiat, tout ce qui est éthique et validité des informations données. Et puis enfin, si vous faites écrire un article par une intelligence artificielle, qui en est l'auteur, qui est responsable en cas de pépin? Ça, ce sont des questionnements qu'il faut se poser. Mardoché, toi tu utilises aussi l'intelligence artificielle dans le cadre du fact-checking. Comment tu procèdes? Merci. Je ne comprends pas bien le français. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, d'abord pour enchérir ce qu'a dit le docteur, l'IA, l'intelligence artificielle, ce que nous utilisons actuellement, c'est vraiment l'intelligence artificielle faite. Parce qu'il y a deux catégories d'intelligence artificielle. Il y a la grande catégorie de l'intelligence artificielle qu'on appelle les IA faibles, ou IA, en anglais c'est Now, IA AI. Et dans cette catégorie, il y a ce que nous connaissons tous. Il y a l'IA générative, ChatGPT, Consensus, Edicit AI, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les IA encore plus dures. Je n'ai pas dit les IA faibles, il y a les IA fortes. Et les IA fortes, c'est encore à l'étape théorique en fait. Ce sont les intelligences artificielles selon ceux qui sont en train de travailler dessus. Ce sont les intelligences artificielles qui seront comme des humains en fait. C'est-à-dire comme un enfant qui naît, qui apprend à marcher et qui travaille, qui fait lui-même ses propres actions sans le soutien d'une autre personne. Ça, ce sont les IA fortes. Et pour l'instant, nous sommes encore à l'étape théorique. Ce que nous utilisons, c'est l'IA générative. Et à notre niveau, au niveau des sciences de chez nous,
nous avons développé une unité qui se typiquement de la formation qu'on appelait Impact Science Academy. Et l'Impact Science Academy a travaillé sur un programme de formation destiné aux chercheurs. Et on les explique comment utiliser l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique. Comment quelle intelligence artificielle il faut utiliser en tant que chercheur au niveau de l'agriculture, en tant que journaliste. Bien sûr, il n'y a pas des chercheurs, mais nous formons également des journalistes. Comme nous sommes ici entre nos journalistes, je parlerai plus de l'IA au niveau des journalistes. Nous, ce que nous utilisons d'abord dans le fact-checking, j'utilise d'abord, peut-être ça va aider certaines personnes, mais j'utilise plus ChatGPT, Copilot et puis Gemini dans la vérification des faits. C'est vrai, aujourd'hui dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle les faux positifs. Et les faux positifs, c'est quoi? C'est une vérité que tu mets dans l'IA et l'IA dit que c'est faux alors que c'est vrai. Donc il y a les faux positifs. Et donc nous, en utilisant l'intelligence artificielle, l'IA pour mener nos recherches, très souvent quand on va dans Google, on fait des recherches, ça nous prend plus de temps. Et alors qu'avec les intelligences artificielles telles que ChatGPT, Gemini et puis Copilot, bien sûr avec un consensus pour la recherche scientifique, on va plus vite. On va plus vite dans la recherche scientifique, dans l'évaluation, parce que puisque, je l'ai dit, avec l'intelligence artificielle, pour l'utiliser dans la recherche scientifique, il faut poser des bons prompts, c'est-à-dire les bonnes questions. Quand je l'ai dit comme ça, on peut utiliser dans la recherche scientifique, tu vas l'utiliser, ça va t'induire forcément en erreur. Il faut savoir utiliser, mettre les bons prompts, et surtout entraîner l'IA que tu utilises. Si tu commences à utiliser ChatGPT, sois sûr que ça va prendre plus de temps, à savoir que tu es beaucoup plus intéressé dans la recherche, dans la vérification. Donc ça va commencer véritablement à poser des bases, ça prendra du temps, mais au fur et à mesure, ça va beaucoup rendre plus pointu tes recherches. J'utilise également Consensus dans la vérification, surtout quand je suis en train de vérifier les affirmations en lien avec la santé. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Pour ceux qui connaissent très bien, on est beaucoup dans le sensationnalisme avec la médecine traditionnelle. Donc, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il y a des gens qui publient des informations telles que on peut guérir la drépanocytose avec tel traitement. Et non, beaucoup. La drépanocytose, avec le myélome saccharose, on peut guérir la drépanocytose avec les feuilles de bananier, tout ça. Mais quand on utilise Consensus, Elicit et d'autres intelligences artificielles, bien sûr, ça te permet d'avoir toutes les données sur certaines plantes, sur certaines études, en même temps, et avec des synthèses bien précises. Donc, voici un peu comment est-ce que nous essayons vraiment d'utiliser l'IA au niveau de l'éducation. Voilà, donc. Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Voilà, donc d'un côté, l'intelligence artificielle pour produire de la science, pour produire des données scientifiques, de l'autre côté, de l'intelligence artificielle pour la vérification des faits. Et en ce qui concerne à la RTS, on a développé des outils qui nous permettent vraiment de faire notre métier de journaliste en tant que tel. Alors, voilà, on a je porte plusieurs casquettes en fait. Effectivement, je suis journaliste scientifique, mais je fais aussi partie en Suisse d'une fondation de choix technologique où je suis dans le comité directeur. Et ce sont des questions qui se sont posées très tôt sur l'utilisation des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle dans certains domaines. On essaie d'évaluer. Je porte toujours mon regard sur les risques et les perspectives, les chances que ça nous apporte. Ce qui fait que assez rapidement, je me suis portée volontaire à l'interne au niveau de la radio-télévision suisse comme testeuse, pas du tout développeuse, mais testeuse de ce que ça pouvait apporter. Et je dois dire qu'on est une équipe d'informaticiens qui est extrêmement douée et qui a réussi à intégrer toute une série d'intelligence artificielle dans un environnement, dans une interface qui est propre à la RTS.
Parce que quand on utilise l'intelligence artificielle, désolé pour le son, il y a aussi toute la question des données qui se pose. C'est-à-dire que oui, on a accès à une intelligence artificielle, à un modèle de langage, mais ce modèle de langage utilise aussi nos données, dans une certaine mesure, pour s'améliorer. La position de la radio-télévision suisse face à ça, c'était de ok, les outils existent, mais on ne veut pas que nos données soient transmises quelque part sur un serveur après l'Atlantique. Donc, pardon, on a opté pour des modèles qui sont intégrés localement, c'est-à-dire qui sont dans des clouds en Suisse. Je suis désolée pour l'interférence des micros. Ce sont des modèles qui sont hostés en Suisse dans les clouds européens, en tout cas qui répondent aux normes RGPD qui s'appliquent en Europe. C'est le cas par exemple pour ChatGPT qu'on utilise, et pour Google Gemini, on a un siège Google à Zurich avec qui on est allé dealer, nos équipes informatiques sont allées dealer complètement de A à Z les outils. Ce qui fait que concrètement, on n'a pas les dernières versions les plus à jour. On a toujours une mise à jour de retard, mais on a en parallèle développé des outils. Comment ça fonctionne? On a une équipe de développeurs qui viennent nous voir dans les rédactions, qui nous demandent de quoi tu as besoin. En tant que journaliste, on se retrouve parfois à devoir éplucher des documents, des centaines de pages de documents. On a aussi développé un outil qui permet d'aller interroger des PDF. On n'a pas développé, excusez-moi, implémenté l'outil qui permet d'aller interroger les PDF et de partager en fait entre nous ces documents. Et puis de dire, ben voilà, regarde, je l'ai déjà mis dans ce serveur, va voir là-bas, moi j'ai déjà fait telle et telle requête. Donc on a des nouvelles inventions de ce qu'on fait de ces outils. Après, ben, se pose la question de qu'est-ce qui sort et comment on utilise ces outils. Dans ce contexte, on a une charte de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la RTS, où chaque journaliste, chaque producteur, productrice de contenu s'engage à ne pas faire sortir du contenu qui n'a pas été vérifié par un humain. Ça fait partie d'une... Voilà, c'est une ligne de plus qu'on a rajoutée à la déontologie des journalistes en général. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'expérience que j'ai. Moi je trouve qu'il n'y a pas de risques ou de chances. Il y a des risques et des chances, et il faut être conscient des deux parties et tirer parti des chances, tout en étant extrêmement conscient des risques. Et aussi au niveau de sciences de chez nous, avec la science, parce que comme je le disais, au niveau de sciences de chez nous, nous avons voie République, voie d'unité, sciences tchèque, qui a réussi en consortium avec la Côte d'Ivoire, le Niger, à mettre en place un projet qui est financé par l'OIF à hauteur de $36 000, développer une application qui implique, qui utilise plutôt l'intelligence artificielle pour lutter contre la désinformation, qu'on appelle bloc anti-fake. Et bloc anti-fake, c'est un programme qui va centraliser en fait toutes les initiatives de vérification des faits, mais qui utilise également l'intelligence artificielle et qui va chercher en fonction de leur input, c'est-à-dire un box de discussion dans l'application, et l'utilisateur, lorsqu'il pose la question, l'IA, puisqu'on a implémenté, l'IA va aller chercher les réponses sur les autres plateformes, les initiatives qui sont implémentées au sein de l'application, afin de permettre déjà aux utilisateurs de trouver un seul endroit toutes les vérifications des faits qui sont faites ici, en Afrique francophone. Voilà. On peut ouvrir des questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors moi, je peux parler un peu de qu'est-ce que le chercheur doit faire pour s'approprier l'intelligence artificielle. Je pense que, rapidement, je vois 3 points. D'abord, il faut savoir c'est quoi l'intelligence artificielle, ça sert à quoi et quelles sont les applications concrètes. Je pense qu'on en a parlé ici. Deuxièmement, il faut connaître les outils. Il y a plusieurs outils, mais chaque outil est utilisé
est spécifique à un domaine particulier. Il y a de bons outils, il y a des outils qui font un peu tout, comme il a dit, mais il y a des outils qui sont spécialisés dans des domaines. Et donc, ce qu'il faut ici, c'est qu'il faut connaître un peu la liste de tous les modèles de langage. Et quelles sont les spécificités de chaque modèle de langage pour pouvoir les utiliser. C'est assez simple. Comme il a dit, ce sont des outils conversationnels. Là, je viens au troisième point, qui sont les prompts. Il faut savoir dialoguer avec la machine. Alors, un prompt, c'est quoi? C'est une question qu'on pose à l'intelligence artificielle. Mais c'est une question, mais c'est comme une instruction qu'on donne à la machine. Et plus votre instruction est structurée, plus la réponse générée sera de qualité. Par exemple, si vous posez une question à ChatGPT, décris-moi, je ne sais pas, quel phénomène. C'est une question qui est assez large. Mais si vous lui dites, décris-moi tel phénomène, vous présentez le contexte et vous lui donnez un exemple de ce que vous voulez, c'est comme si vous formatez la réponse et la réponse sera beaucoup plus précise. Et on se rend compte maintenant que les prompts, c'est un nouveau langage de programmation, mais un langage naturel. Et c'est pour ça qu'on dit que la formation est un élément clé dans l'usage de l'intelligence artificielle. Sinon, il y avait la question de l'intégration des données locales africaines dans une intelligence artificielle. Il y avait une question destinée un petit peu plus à l'expérience de journalisme et d'IA. Et puis, il y avait la question des hallucinations ou des fausses réponses. Pour les données locales, c'est vrai qu'on se rend compte que ChatGPT est souvent limité dans ses réponses. Effectivement, ChatGPT n'a pas la science infuse. ChatGPT apprend. Donc pour qu'il apprenne, il faut qu'il y ait une base de connaissances. La voix. Pour qu'il apprenne, il faut qu'il y ait une base de connaissances. S'il n'y a pas de données, il n'apprendra rien. Et il y a une solution à ça. Ce qu'on appelle les RAG, Retrieval Augmented Generation. En fait, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité de connecter des documents numériques pour récupérer l'information qui va servir à entraîner le modèle. Et comme je l'ai dit, la solution, c'est la formation. C'est la formation. Il faut qu'on forme plus d'informaticiens dans ce domaine afin qu'ils puissent faire des applications qui puissent récupérer ces informations. Ce n'est pas des gens qui vont faire ça pour nous. Si vous regardez bien, toutes les données qui sont dans ChatGPT, toutes les connaissances qui sont dans ChatGPT, mais c'est pour répondre à un besoin particulier. Si nous, on a des préoccupations particulières, il faut entraîner les modèles d'intelligence là sur nos données à nous. Donc, il y a un problème de formation. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle au niveau de l'Institut Pasteur. C'est vrai qu'on utilise ChatGPT, mais moi, je veux aller au-delà. Donc, il faut pouvoir implémenter des solutions dans nos applications à nous, qu'on appelle applications natives. Donc, pour cela, on va au-delà du ChatGPT. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire sur une plateforme pour pouvoir avoir accès aux API. À partir de là, tous les langages de programmation permettent de se connecter aux API et pouvoir dialoguer directement avec le serveur. Ça, c'est un exemple. Et puis, par rapport à une autre question, où madame disait qu'effectivement, on a des réponses fausses. ChatGPT, c'est combien d'enfants qui apprennent? C'est pour ça que j'ai parlé d'apprentissage. Il faut apprendre à faire les prompts. Si vous lui dites, donnez-moi, c'est pas, décrivez-moi quelque chose, il va fouiller dans sa page de connaissances et il va tout rassembler. Mais si vous lui dites, donnez-moi quelque chose en décrivant le contexte, en lui donnant un exemple, il va vous retrouver une question qui s'approche un peu de la vérité. Donc vraiment, il y a une question de formation. Et comme je l'ai dit, les prompts, c'est un langage de programmation, un langage naturel. Il y a toute une structure qu'il faut pour avoir un prompt solide. Il y a même des gens sur
fois sur Internet, qui font des formations à la rédaction de comptes. Voilà, maintenant les réponses erronées, bon, ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit. Mais il faut dire que c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Il ne va pas vous dire qu'on n'est pas, il va vous donner une réponse approchée. Et souvent qui peut être complètement à l'ouest. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut bien orienter ces questions. Alors, moi je voudrais qu'on soit un peu plus réaliste. On est tous ici, pour la majorité d'entre nous, nous sommes tous des journalistes. Et la règle principale qu'on nous a enseignée, la première règle, c'est de douter. Je pense que c'est ce qu'on nous a dit. Douter. Même quand ta maman te dit je t'aime, voilà, il faut douter de ça, il faut douter, il faut vérifier. Donc, quel que soit, on l'a dit ici hier, même l'expert, quand il te donne une réponse, va vérifier. Va vérifier pour savoir si la réponse qu'il t'a donnée ou bien les données qu'il t'a données sont exactes. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas le faire pour l'IA? Pourquoi vous pensez que pour l'IA, il ne faut pas vérifier également? Mais bref, en dessous quand vous voyez l'IA ChatGPT en bas, c'est bien précisé, les réponses que nous vous donnons ne peuvent pas être prises comme des réponses de la Bible, du Coran, etc. Il faut toujours vérifier. Maintenant, la question par rapport aux données, je l'ai dit, c'est vrai, les données, certaines données africaines ne sont pas en ligne. Mais les données qui sont en ligne sont publiées dans des revues, pourquoi je vais globaliser, mais dans certaines revues sérieuses. Alors, l'IA va aller puiser pour certaines IA que nous utilisons, surtout en tant que journalistes scientifiques et dans la vérification au niveau des scientifiques, on utilise des intelligences artificielles qui sont connectées à des bases de données, donc des revues sérieuses. Donc ça va aller interroger ces revues. Et en retour, je fais mon travail de journaliste, je vais vérifier ces données-là. Maintenant, est-ce que c'est du rôle du journaliste de compléter ces données scientifiques-là? Je dis, bon, non, puisque ce n'est pas le journaliste qui mène ces études-là. Donc ce sont les chercheurs qui doivent travailler pour que leurs travaux soient publiés et compléter les données qui sont déjà en ligne. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je te rejoins. Mardoché, c'est vrai qu'on reste avant tout des journalistes, ça ne nous empêche absolument pas de continuer à faire notre travail de journaliste. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser un outil de traduction pour une langue que je ne connais pas. Je vais utiliser l'outil de traduction pour des langues que je connais parce que ça me prend du temps de lire un 500 pages en allemand et que si j'ai une traduction, je le lirai plus vite. Mais je peux toujours aller chercher dans le texte. Il faut toujours remonter à l'origine pour voir si l'information que j'ai trouvée, si le mot que j'ai trouvé, dans quel contexte il se trouve. Donc, c'est juste pour éviter certaines étapes dans la recherche, dans la fabrication de mes contenus, mais ça ne va pas me remplacer moi. On avait cette vieille blague avec mon père, mon père me disait, tu verras, quand tu seras grande, ma chérie, il y aura une machine qui fera tout à sa place. Et moi, je me répondais toujours, oui, mais qui est-ce qui va appuyer sur le bouton? Et c'était ça. En fait, le bouton, c'est nous qui l'activons ou qui le désactivons. Par moment, utiliser une intelligence artificielle, ça prend plus de temps parce qu'elle nous emmène dans des endroits où on ne veut pas. Mais pour préparer cette session, typiquement, j'ai discuté avec le chef de l'équipe d'informatique chez nous. J'ai pris une page et demie de notes. Je lui ai juste demandé de sortir sous forme de points-clés parce que c'est plus lisible pour moi pendant les tables rondes. Ça, c'est un outil qui, pour moi, est extrêmement utile et qui me fait gagner un temps précieux. C'est quelque chose que je sais faire au demeurant. Pour ce qui est des modèles d'intégration de journalistes et des personnes qui sont capables de développer, ça, malheureusement, je pense qu'il faut tomber sur des gens passionnés. Il se trouve que chez nous, on avait une bande d'informaticiens qui s'amusaient à développer des trucs qu'on n'utilisait jamais parce que c'était complètement alambiqué leur développement et ils se sont rendus compte que si ils venaient faire un tour dans les rédactions pour demander ce dont on avait besoin, c'était beaucoup plus payant. Donc il faut vraiment essayer de trouver des personnes qui ont la passion et qui ont l'envie de développer des comptes. Aujourd'hui, compte développeur, c'est un métier. Ça va être un métier d'avenir. Il faut essayer, il faut aussi s'échanger les comptes entre collègues en disant, voilà,
moi j'utilise ça pour telle activité. Pour ce qui est des hallucinations, il y en aura toujours. Alors, une des techniques consiste aussi à regrouper des informations avec plusieurs intelligences artificielles. Il se trouve qu'il m'est arrivé que deux intelligences artificielles hallucinent sur la même question, mais pas de la même façon. Et là, je me suis dit que j'allais utiliser la bonne méthode voilà, et puis de rechercher l'information. Mais une information qui m'est livrée par un ChatGPT, par un Claude, par un Gemini, moi je vais toujours la vérifier, c'est mon job de savoir vérifier une information. Une application Android, et j'étais arrivé à un niveau où j'étais bloqué pour une fonction. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider, je lui ai présenté le problème, puis je lui ai dit bon, voilà ce que je fais. Il m'a donné une réponse, je suis allé essayer, ça ne marche pas. Je suis allé dans une autre intelligence artificielle, j'ai posé la même question, il m'a donné un truc assez faux également. Donc j'ai pris mon livre et j'ai cherché la solution. Quand j'ai trouvé, j'ai exécuté, ça marchait, je suis allé dire à ChatGPT, voilà la solution, voilà comment il faut faire. Le lendemain, j'ai posé la même question, il m'a donné la solution. Vous voyez, ChatGPT, il apprend de nos erreurs. La question, moi je vais répondre à la question. Voilà. Alors, peut-être, je veux dire, si tout de suite, si on avait l'écran, qu'on utilisait vraiment 3 ordinateurs dans la salle, 3 ordinateurs, et qu'on posait peut-être la même question dans ces 3 ordinateurs, vous verrez que les réponses qui seront données par l'ordinateur que j'utilise aussi seront encore plus, je dirais, plus pointues que les réponses qu'utilise peut-être une tierce personne dans la salle ou encore l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre aussi a réussi peut-être à utiliser et réussi à utiliser régulièrement l'IA et à entraîner vraiment sa machine. Maintenant, au niveau de la vérification des faits, je l'ai dit, j'utilise l'intelligence artificielle dans la vérification des faits, dans la recherche scientifique également. Quand il s'agit de la vérification, je prends l'exemple très simple et je reviens sur cet exemple-là. Concernant la drépanocytose, dont j'ai pris le cas tout à l'heure, quelqu'un a publié une information sur TikTok disant que en utilisant, non, je laisse l'exemple de la drépanocytose, je prends l'exemple du sida, parce que c'est le récent article que j'ai écrit. Il dit, ça fait tellement rire, il dit, le sida, excusez-moi pour cet exemple-là, il dit juste après le rapport sexuel avec une personne infectée, va prendre 2 citrons et tu fends, voilà, et l'autre citron, tu mets, l'autre tranche, tu mets dans de l'eau, un peu tiède, tu bois avant le rapport sexuel. Et après le rapport sexuel, tu prends l'autre partie, tu fais le sexe avec ça. C'est fini, tu as éliminé le virus du sida. Voilà ce qu'il enseigne sur les réseaux sociaux. Je vous assure, ça fait plus de 7000 partages. Voilà, 7000 partages. Et donc, qu'est-ce que nous on fait en tant que vérificateur des faits? Il y a tellement d'études. Quelles sont les dernières études? Est-ce que je vais prendre mon temps en train de vérifier ces études? Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais sur Consensus AI. Je coupe Consensus AI à Elicit AI, qui sont des intelligences artificielles techniquement outillées pour la recherche scientifique. Et au niveau de Consensus AI ou de Elicit AI, j'utilise les deux à la fois, je l'ai dit. Je mets, par exemple, citron plus VIH. Voici ce que je fais. Et ça me fait ressortir des études. Et ça, par exemple, il dit citron plus VIH au Mali. Ça fait ressortir des études qui sont menées sur le citron et le VIH, publiées dans des revues scientifiques auxquelles ces intelligences artificielles ont accès. Ça te fait ressortir les différents revus sur ces études-là, au Mali précisément. Et là, avec des liens, bien sûr, pour aller consulter ces études-là. Et je vais consulter ces études. Et je reprends ces mêmes études, je reviens au niveau des sites et je demande à l'INSEE de me faire un résumé de ces études. Moi, j'utilise beaucoup plus pour les limites des études. Et c'est en fonction de ça que je fais appel maintenant à l'expert pour qu'il puisse vraiment améliorer ces limites-là pour améliorer mon papier. Pourquoi tu n'appelles pas l'expert tout de suite? Non, en fait,
je ne peux pas appeler l'expert tout de suite parce que pour moi, il me faut vraiment toutes les notions, toutes les études qui ont été menées par plusieurs chercheurs à la fois, et c'est toutes ces études, puisque c'est un résumé à la fois. Et le chercheur vient pour apporter en fait une critique sur les limites qui ont été dégagées par l'intelligence artificielle. Puisque j'ai déjà les données, je ne perds plus le temps avec le chercheur. Je me dis, pourquoi je ne fais pas directement accès je ne fais pas au contact direct du chercheur, parce que dans notre contexte, il est souvent très difficile pour les chercheurs, surtout au Mali maintenant où nous sommes dans la crise, les chercheurs ont peur de s'exprimer. Voilà. Je rebondis juste. Pardon, et au niveau, voilà, au niveau aussi de l'intelligence, au niveau de la recherche d'image inversée. Il y a des recherches d'image inversée qu'on fait sur Google Images, Yandex, tout ça, mais tu ne trouves aucune voilà. Tu ne trouves pas d'occurrence. Mais quand souvent je fais la parce que j'utilise beaucoup l'IA, quand j'importe l'image dans ChatGPT, très souvent, les informations qui ne m'avaient pas été données dans la recherche d'image inversée, j'ai des pistes en fait. Voilà. Je rebondis juste sur la remarque de Magali parce que je pense que ça nous rappelle quand même qu'on a une dépendance à des technologies et je pense que c'est une dépendance qui est là par moment à laquelle on cède, mais ça n'empêche pas de développer les compétences qu'on a au demeurant. Moi j'ai toujours perçu ces intelligences artificielles comme la super stagiaire qu'on ne paye pas et dont je ne peux pas vérifier le travail. Et puis, et voilà, je ne pense pas qu'il y a des choses qui tombent toutes cuites, des sujets qui tombent toutes cuits grâce à l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment une aide, un soutien dont je peux me passer. Il faut juste, mais le jour où je m'en passe, ça sera forcément négocié avec plus de temps à consacrer à certaines choses. Je vous laisse le mot de la conclusion, votre collègue. Également dans la série de questions. Alors, au début, l'intelligence artificielle ne sait pas tout. Chaque intelligence artificielle est spécialisée dans un domaine. Il y a des intelligences artificielles qui sont généralistes, il y a des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans chaque domaine. Ça veut dire que ces intelligences artificielles ont été entraînées. Souvent, on fait l'erreur de poser des questions spécifiques à des intelligences artificielles généralistes. Il va vous donner des réponses erronées. Et puis, de plus en plus maintenant, regardez bien la dernière version du ChatGPT ou la dernière version des intelligences artificielles. Il vous propose un raisonnement pour apporter la réponse. C'est vrai que ce sont des versions payantes. Mais il faut proposer, au fur et à mesure qu'il s'améliore, il faut proposer un raisonnement. Voyez un peu, qu'est-ce qu'il a utilisé pour aboutir à la réponse. Et ça, c'est une amélioration. Il y a une amélioration continue des intelligences artificielles. Et puis, je voulais parler à la dame qui a dit qu'elle voulait humaniser le test. Mais les intelligences artificielles, si vous avez bien étudié le prompt, vous pouvez lui dire humanise mon test. Fais comme si je m'exprimais devant des gens qui ne comprennent pas les termes techniques. Il va remodéliser pour vous. C'est vrai qu'il faut toujours une vérification en arrière. Savoir juste utiliser les mots. Voilà. Peut-être qu'on peut juste conclure en disant que le meilleur prompt, c'est nous-mêmes. Humaniser un texte, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas non plus envie de monter la partie plaisir de mon travail, c'est-à-dire la joie et le plaisir d'écrire, la joie et le plaisir de découvrir ou de poser un sujet. Donc, l'idée, c'est d'avoir des outils effectivement qui nous aident, mais pas qui nous enlèvent le plaisir et la beauté de notre travail quotidien. Et je suis désolée, on va devoir conclure cette séance parce que nous sommes perpétuellement en retard. Et je pense qu'une intelligence artificielle aurait été plus efficace que moi pour gérer le temps. Merci.